du côté du Utah Jazz. Pour commencer, Jérémy, est-ce que qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce Jazz-là, cette destruction, cette table rase du Jazz de cette intersaison? Est-ce que tu peux nous faire un peu l'introduction, le préambule de cette fin de cycle du côté de Utah? Cette fin de cycle, on ne pourra pas dire qu'on l'a pas vu venir. C'est-à-dire que le Jazz, il y a pas si longtemps, c'était une équipe qui était première de conférence Ouest avec, une attaque de feu, qui sortait d'une période où justement l'attaque était un problème et qui pensait, grâce à la présence de Rudy Gobert, avoir une défense suffisamment solide et un roster du coup tourné offensif autour de Gobert qui puisse les emmener éventuellement jusqu'en finale. Ils se sont cassés les dents, notamment, l'année dernière face à une équipe des Clippers qui était, un petit peu décimée. Cette année, ils sont repartis en se disant: «Bon, c'est» je pense qu'ils se sont dit: «C'est maintenant ou jamais» et on a vu, l'entente déjà entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui de longue date, avait paru commencer à s'étioler, petit à petit, se déchirer. Alors on n'a pas sur 2 joueurs qui sont allés s'étendre énormément dans la presse, mais on sentait quand même un agacement de part et d'autre. D'un côté, d'un joueur qui se plaignait que, le reste de l'équipe ne fasse pas les efforts en défense, et de l'autre, d'un joueur qui, semblait penser que tout allait pour le mieux et qu'il y avait pas de raison de s'épancher, notamment dans la presse. Bon, finalement, la saison s'est terminée, en play-off de manière prématurée face à une équipe de Dallas qui était pourtant privée de Luka Doncic pendant une bonne partie de la série, et on sentait que, le Jazz vieillissait, que défensivement ça faisait pas l'affaire et qu'ils iraient pas plus loin que de toute façon ce qu'ils avaient fait, l'année dernière. Donc logiquement, Danny Ainge débarqué, quelques mois plus tôt, s'est dit: «OK, c'est l'occasion de transformer tout ça en tour de draft et de reconstruire une équipe du Jazz, à ma sauce et puis, de relancer un cycle avec quand même le trade de 2 joueurs qui ont quand même une valeur assez énorme à l'heure actuelle sur le marché. D'un côté, un joueur qui sort de 3 D-boy et qui concrètement, a pour, pas mal de GM un statut de superstar et de l'autre un jeune joueur, hein, c'est vite dit, mais en tout cas de 26 ans, qui est, une très bonne deuxième troisième option offensive, et qui pouvait assez facilement se transformer en beaucoup de tours de draft. C'est ce qui s'est passé. Il y en a un qui part pour Minnesota, pour je crois, 4 tours de draft et un swap et un autre c'est, 3 tours de draft et 2 swaps, on va dire qu'ils ont fait le plein là-dessus et que maintenant ils peuvent lancer un petit peu l'année zéro de leur reconstruction, quoi. Tu as été beaucoup plus professionnel que moi. En voyant le nombre de tours de draft, je me suis dit, écoutez, c'est écrit partout. Si vous cherchez, je ne noterai pas le nombre de tours de draft qui ont été échangés avec ces deux échanges. Mais c'est parfait puisque tu le dis à toi, c'est parfait. Quel beau Je duo. l'ai fait à la louche, hein, donc il y a moyen que ce soit pas très exact, mais c'est assez conséquent en tout cas. Albert Gonzalez 7, bienvenue à toi qui rentre dans le 5, bienvenue, n'hésite pas si tu as des commentaires à les faire dans le chat, bien sûr on vous lit, c'est l'intérêt de ces previews en live. Donc tu l'as dit, beaucoup de mouvements à la suite du départ bien sûr des deux stars du Jazz, que ce soit Rudy Gobert en premier lieu, puis Donovan Mitchell, beaucoup d'assets aussi pour bien évidemment équilibrer un minimum les salaires, etc. Et donc on peut le dire, je pense que vous ne m'en tiendrez pas tellement rigueur, ce qu'on pourrait appeler quand même un beau bordel, et on va essayer de clarifier ça tout de suite. Je vais faire la petite transition, bien sûr, vers notre preview, à laquelle je vous renvoie et que j'envoie dans le chat pour tous ceux que ça intéresserait. Preview signé Jérémy, bien évidemment, cette fois tout seul. Et puis le reste, on va le faire petit à petit, bien sûr. Et donc, un roadster, vous le voyez, beaucoup d'arrivées de départ, forcément. Alors, je vais pas tous les faire et je vais surtout m'attarder sur le roadster et surtout ce qu'on s'était dit, enfin, ce que je me suis dit, moi, dans cette preview live. Ce qu'on va profiter de faire, c'est d'essayer de clarifier un petit peu tout ça, de catégoriser, en gros, dans les grandes lignes, les joueurs du roadster pour voir quel joueur pourrait finalement partir en cours de saison, quel joueur pourrait se relancer dans cette équipe du Jazz, alors pour rester pour la reconstruction ou être échangé à terme, mais de manière un petit peu plus lointaine. Et enfin, tous les jeunes joueurs qui pourraient faire véritablement partie de la reconstruction et du futur de cette équipe du Jazz. Je vais essayer de vous lire un petit peu l'ensemble de ce roster.
en sachant que on a écrit ça assez tôt, il y a eu des mouvements depuis, et donc il y a quelques petites choses qui ne sont pas totalement à jour, mais je vais essayer d'adapter, même si je ne me souviens plus du coup, mais vous m'aiderez. Le rookie, non peut-être pas rookie, jeune joueur dont on parlait hier à Détroit, qui a été échangé avec Kelly Olynyk contre Bojan Bogdanovic. Vous me trouverez son nom dans le chat. Voilà, ça fait en plus petit quiz pour vous. Et comme ça, je retrouverai son nom et je pourrai... Sabenli, je l'ai trouvé. Oh, au même moment que Guillaume, bravo. Donc, dans le roadster, les meneurs, Mike Conley est là, le vétéran, accompagné de Colin Sexton et Jared Butler. Au poste d'arrière, on retrouve Malik Beasley, fan favorite de vos deux comparses, Nickel Alexander-Walker, Jordan Clarkson, Stanley Johnson, Leandro Bolmaro et Johnny Juzang. En poste d'ailier, on retrouve un vieux de la vieille en la personne de Rudy Gay avec Talon Horton-Tucker, Ochai Agbaji, Simone Fontecchio. Au poste d'ailier fort, Lauri Markkanen, Jared Vanderbilt et donc Kelly Olynyk. Et enfin au poste de pivot, Walker Kessler et Udoka Azu. Alors je sais pas comment on le prononce ça. C'est Azubuik ou Azubuke ou je ne sais pas. Vous me direz. Je sais pas si tu sais. Je dirais option 2, mais L'option 2. sans certitude. Ouais. C'est ce qui me semblait aussi. Bon, vous me corrigerez dans le chat bien sûr. S'il y a un problème en termes de prononciation. Tout le monde connaît Sabenli, vraiment dans le chat, c'est incroyable. C'est Bouiquet, nous dit Guillaume. C'est Bouiquet. A priori. Bon, parfait, merci beaucoup pour la précision. Donc, comme je le disais, et tu le décris assez bien dans la preview, Jérémy, tu vois potentiellement cette reconstruction pas encore terminée du côté du Jazz, avec des joueurs qui pourraient faire des potentiels assets, notamment à la trade deadline, hein, on y pense, et on pense notamment d'abord à un pool de vétérans, de joueurs plus ou moins vétérans. Mike Conley, Rudy Gay, Jordan Clarkson, c'est des joueurs que tu penses pouvoir avoir des valeurs dans d'autres franchises potentiellement à la trade deadline. Je crois que j'avais mis Bogdanovic aussi dedans, mais entre-temps, il est parti. Et effectivement, je pense que le gros des vétérans, connaissant le statut de Danny Ainge, il fera de son mieux pour les évacuer en un temps record. À savoir qu'il va sûrement y avoir un début de saison où ils vont avoir du temps de jeu, peut-être en tant que remplaçant ou titulaire, hein, mais ils vont être mis en avant. Le but étant qu'en février, il en reste un ou aucun, quoi. Complètement. Dans ce genre d'assets, on nous parlait également, et vous allez le voir, ça va revenir, il y a des joueurs qui vont pouvoir être plus ou moins discutés en termes d'intérêt de trade, et tu le notes un petit peu dans la preview, et on nous en parlait dans le chat tout à l'heure. Alors, Malik Beasley potentiellement, Guillaume nous disait qu'il ne le voyait pas rester là-bas très longtemps, et Vando, Jared Vanderbilt non plus, les deux en provenance de Minnesota notamment. On va parler aussi de Markkanen et de Colin Sexton. C'est des profils qui peuvent à la fois se relancer, à la fois potentiellement être pris comme des assets à plus ou moins moyen terme, on va dire ça comme ça. Est-ce que dans ces quatre noms-là, tu vois une séparation? Est-ce que tu vois des profils clairs à la relance, des profils un peu plus clairs sur leur intégration potentiellement future, ou comment est-ce que tu vois ces joueurs-là? Alors, effectivement, moi, il y en a un dans le lot qui, pour moi, a vocation à partir le plus vite possible. C'est peut-être Malik Beasley, parce que je pense qu'on va pas avoir une vue plus claire sur le profil de Malik Beasley cette saison. C'est-à-dire que sur des joueurs qui sont encore jeunes comme ça, je pense qu'il y a ceux que tu peux mettre en valeur un maximum, et il y a ceux qui, a priori, ont déjà un spectre assez clair dans l'esprit des autres GM. Et donc, Malik Beasley, on sait qu'on a un joueur qui n'est pas excellent en défense, loin s'en faut, mais qui, par contre, a un côté un peu pétard ambulant, catch and shooter à 3 points, qui est extrêmement recherché. On sait qu'avant même qu'ils mettent les pieds là, il y avait par exemple les Lakers qui s'étaient positionnés sur le dossier parce qu'ils auraient bien aimé le récupérer. Ils n'ont eu que Patrick Beverley, mais ils auraient bien aimé ajouter Malik Beasley. Donc je pense que chez des équipes qui jouent le titre ou qui sont assez compétitives, ce genre de profil risque de plaire, et donc on pourrait très bien le retrouver dans quelques mois aux Nets, aux Lakers, ou une équipe de ce genre qui va avoir besoin peut-être de shooters, qui va devoir remplacer des fois des blessures ou des vétérans. Donc je pense que Malik Beasley effectivement va partir.
Après, les autres, je sais pas si c'est à court terme qu'ils vont bouger. Par exemple, Jared Vanderbilt, je me dis, est-ce que tu vas pas essayer de pousser au maximum son profil de All Defensive Player pour ensuite l'évacuer peut-être l'année prochaine? Ouais. Je sais pas. Et par contre, je pense sincèrement que le cas de Lauri Markkanen et Colin Sexton, il y a un côté, on va essayer de prouver qu'on peut les garder en forme et on va montrer ce qu'ils peuvent faire. Colin Sexton, il faut par exemple préciser qu'il revient donc des ligaments croisés, qui va arriver dans une équipe qui risque petit à petit de libérer son poste de meneur. Et donc, s'ils arrivent à prouver qu'ils ont un joueur qui est capable de scorer plus ou moins efficacement, mais aussi de développer son côté création pour autrui, peut-être devenir un leader de banc à la main plutôt qu'aujourd'hui un profil hybride qui n'est pas toujours facile à implanter, possiblement que dans 1 an ou dans 2 ans, Colin Sexton vaudra plus que ce qu'il vaut aujourd'hui et que son contrat sera plus facilement transférable que maintenant. Donc je pense que voilà, Lauri Markkanen et Colin Sexton, c'est un peu les 2 joueurs sur lesquels il faut rassurer et essayer de construire. Et on risque de les voir à Utah toute la saison, quoi. Ouais, je te rejoins assez dans le chat. On nous parlait également avec des précisions très intéressantes sur les contrats des uns et des autres. Malik Beasley qui est à 15 et 16 millions sur 2 ans. Kawalito qui précise deuxième année en team option, donc une flexibilité qui peut intéresser du monde. Et Tom qui nous dit que Vando Vanderbilt est en fin de contrat. Sur Vando, ma seule petite crainte, alors après je pense que ça reste un hipster pick et donc il y a pas mal de franchises et de front office compétents qui malgré tout le garderont dans leur papier pour ce qu'il peut être. Le seul crainte que j'ai par rapport à Vando, c'est que je trouve que c'est difficile un profil pareil à montrer et à faire valoir en termes de cote. Quand ta défense collective n'est pas au mieux, c'est-à-dire que c'est pas non plus le joueur qui va t'augmenter le plancher de ta défense. Je trouve qu'il faut qu'il y ait, c'est une très belle pièce défensive dans un système, mais sans le système, c'est difficile, je trouve, de vraiment le showcase un petit peu. Après, je me dis, voilà, les faux compétents sauront toujours, voilà, et puis en plus, comme nous le disait Tom, fin de contrat pour Vando, du coup ça devrait quand même certainement s'éclaircir. Alors soit une prolongation pour le Jazz qui verrait vraiment long terme, mais sinon trade deadline valeur facile du coup parce que fin de contrat, donc du coup peu de risques, low risk high rewards comme on dit, donc ça peut aussi être une pièce qui peut être échangée. Il y a 2 autres joueurs à la relance qui sont un petit peu plus confidentiels si je puis dire, entre guillemets, même si les spécialistes ici du chat les reconnaîtront très vite. Talen Horton Tucker et Nickel Alexander Walker. Alors moi je connais plus le second que le premier parce que c'est Elorn, petite dédicace à lui. Il se reconnaîtra qui, fan des Pels, était très haut sur Now et qui, je trouve, n'a jamais vraiment confirmé les attentes qu'on voyait en lui de potentiel très bon 3&D, voire plus. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 joueurs? Est-ce qu'il y a la place du coup pour eux pour se relancer dans cette équipe du Jazz? Moi, sur l'ex-Pelican, j'ai un peu du mal dans la mesure où j'ai complètement déserté l'équipe quand j'ai su que Zion Williamson ne jouerait pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un joueur qui peine énormément à contribuer offensivement, sur un profil d'arrière qui en plus je pense n'est pas élite non plus en défense. Je sais pas trop ce qui va en rester, je vois pas trop ce qu'il y a à relancer. Donc assez pessimiste du peu que j'en sais, mais voilà, je me lancerai pas dans une longue description de son jeu parce que j'en suis incapable. Et THT, je pense que l'échec de l'année dernière, on peut l'imputer à la situation de l'équipe, au fait que c'est dur de s'insérer dans un roster avec 3 stars qui elles-mêmes n'arrivent pas à trouver leur place l'une par rapport à l'autre. Mais pareil, je suis pas hyper convaincu que, il va s'imposer comme une forte rotation NBA l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je les ai même pas évoqués parce que je sais pas trop ce que ça peut donner pour eux, quoi. À côté de ça, le Jazz, bien évidemment, en tant qu'équipe de reconstruction, a quand même récupéré des rookies de manière assez intéressante, que ce soit à la draft, mais aussi à la free agency et
en termes d'échange. On va parler des 3 rookies intéressants de ce Utah Jazz cette saison, à savoir Simone Fontecchio, Walker Kessler et Ochai Agbaji. Je pense qu'on peut, en plus, ça va me permettre de cette fois-ci vous envoyer les ressources et lancer les vidéos au bon moment. Voilà, donc c'est fait bien évidemment. On va commencer par Walker Kessler. Vous avez le profil envergure d'afficher ainsi qu'une petite vidéo que je vais mettre en plein écran juste après l'avoir partagée. Walker Kessler, je sais que tu voulais me laisser les 2 autres rookies potentiels. Alors est-ce que tu veux rapidement nous faire son portrait, son profil? Alors, à la base, non, je voulais te laisser les 3, j'ai juste oublié de le citer, mais en gros, pourquoi à la base les Wolves avaient drafté Walker Kessler, c'est parce que ils cherchaient un moyen déjà à ce moment-là de décaler Karl Anthony Towns probablement en 4 ou d'avoir une rotation qui permette d'avoir un gros défenseur, mais notamment capable de dissuader, d'intimider vers l'arceau. Et il s'avère que Walker Kessler était disponible. Et on est là sur un profil de joueur qui a eu à porter une défense un peu déjà l'année dernière en NCAA. C'est ce qui ressortait de son profil, c'est-à-dire que il y avait un petit côté Rudy Gobert dans le profil qu'il avait montré dans son année universitaire. Et du coup, c'est assez logiquement que le Jazz qui commence sa reconstruction en transférant Rudy Gobert s'est tourné vers ce profil-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on disait est-ce que Jared Vanderbilt il va pouvoir être efficace? Peut-être qu'ils peuvent créer un début de duo défensif si Walker Kessler arrivait à trouver ses repères assez rapidement en NBA. Est-ce que tu veux compléter ça? Ouais, bien sûr. Comme tu l'as dit, un intimidateur, un protecteur d'arceau et une encre défensive à l'intérieur. J'étais assez... ça m'a fait beaucoup rire de voir effectivement que c'était la sélection, bien sûr, du nouveau FO des Wolves, et je reconnaissais bien là Tim Connelly, qui finalement ensuite prenait finalement mieux et récupérait bien mieux en la personne de Rudy Gobert. Un profil intéressant Walker Kessler, notamment je notais, et c'est ce que je voyais dans les différents scouting reports, notamment aussi parce que pour un intimidateur et un grand comme lui, il y a malgré tout une mobilité intéressante. Et vous le voyez là aussi, des départs potentiels en contre-attaque ou quoi, avec quelques dribbles. Alors après, offensivement, ça reste très unidimensionnel sur le rôle et vraiment dans un aspect arceau-arceau, il ne faut pas lui demander beaucoup plus. Malgré tout, il a tendance à shooter, comme vous le voyez là. Ça reste une faiblesse, son shoot, même si il aime ça a priori. Mais alors, dans la version la plus évoluée et dans le meilleur des mondes, on peut l'imaginer un jour essayer de faire un petit peu de spacing, mais pour ça il va falloir quand même une grosse amélioration sur les shoots, et ce sera pas avant plusieurs années. Dans les faiblesses, autre chose qui par contre pourrait l'impacter beaucoup plus rapidement, ce sont les problèmes de fautes. C'est un joueur qui en moyenne tournait à 4 voire un peu plus de 4 fautes par match. Malgré ça, voilà, encore on en parlait hier avec Jalen Duren, une autre encre défensive à l'intérieur, un très gros intimidateur. Ça fait partie des joueurs NCAA qui avaient qui a eu quelques records au bloc en NCAA. Il a eu un triple-double avec les blocs. Et alors, il y en aura moins en NBA. C'est pas du tout le même jeu. Et il n'est pas projeté pour en faire autant, mais malgré tout, voilà, c'est un très très bon intimidateur. Et donc c'est intéressant, moi je trouve, comme je le disais hier, en termes de reconstruction, je trouve que réussir à avoir des prospects qui peuvent offrir un ancrage et un socle défensif assez tôt dans une reconstruction, je pense que c'est quelque chose de très viable pour une équipe, et pas de très viable, mais de très souhaitable plutôt. Ce sera beaucoup plus français comme phrase, je trouve. 2 autres rookies, donc je vais passer à la suite. 2 autres rookies, et n'hésitez pas dans le chat si vous voulez compléter, et puis je vous lirai bien évidemment ensuite. 2 autres rookies, donc Ochai Agbaji, récupéré dans le trade de Donovan Mitchell avec les Cavs, vous le voyez, drafté par les Cavs à la base, et on le comprend puisque Ochai c'est un arrière, plutôt arrière-ailier. Je pense qu'en NBA il sera plus sur le poste d'arrière, même s'il a grandi il y a beaucoup de mensurations qui tournent autour
de ce prospect. C'est a priori, alors déjà c'est un joueur senior, il a fait ses 4 années à la fac. C'est un poste 2-3 donc, et un prototype potentiel parfait du 3&D en NBA à l'heure actuelle, puisque c'est d'avant tout un très bon défenseur, peut-être un des meilleurs défenseurs, a priori en tout cas c'est ce que l'équipe d'envergure avait l'air de dire, alors que je vous envoie le podcast qui lui est dédié et qui était très intéressant. Est-ce que je vous ai envoyé le lien du... Non, je vous ai pas envoyé le lien du profil, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc un des meilleurs, a priori, un des meilleurs défenseurs du circuit, surtout un potentiel défensif intéressant sur le switch, puisqu'il peut défendre sur différents types de profils sur le backcourt, que ce soit des arrières ou des ailiers, avec une petite interrogation. C'était très intéressant d'ailleurs, parce que, étant donné que je ne suis pas à la NCAA, il y avait ce retour-là des gars d'envergure dans leur podcast, qui disait que il y a une interrogation toujours sur les porteurs de balles et les initiateurs offensifs ailiers de la NBA, puisque c'est des profils qui sont pas forcément, qui sont très rares dans le circuit NCAA a priori, et donc on n'a pas encore beaucoup d'occurrences de lui qui défendrait comme ça, puisque a priori il y a quand même une petite interrogation sur des profils un petit peu plus puissants en termes de défense sur l'homme. Mais malgré tout, en termes de défense collective, il est très intelligent. C'est un joueur très posé, très intelligent, qui sait parfaitement se placer, qui en plus est plutôt bon dans le hustle et notamment au rebond, et donc qui donne déjà des garanties en tout cas sur la défense, et qui donne aussi des garanties sur le shoot, puisqu'il tournait à plus de 40% à 3 points sur un bon échantillon la saison passée, avec des shoots assez diversifiés, même en catch and shoot, et surtout une progression très linéaire de ce côté-là sur ses 4 ans de fac, et donc vraiment quelqu'un qui devrait pouvoir apporter assez rapidement de ce côté-là du terrain, et donc un profil des plus intéressants, alors qui, je trouve, faisait du coup plus de sens chez les Cavs que chez le Jazz, qui n'a pas forcément besoin de profils aussi ready que lui tout de suite, vu la reconstruction dans laquelle ils sont, le début de reconstruction dans laquelle ils sont. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai été assez synthétique. Oui, pour finir, c'est vraiment un joueur qui, on parle de 3&D, et quand je vous disais prototype de 3&D un peu parfait, c'est un joueur qui vraiment n'a pas vocation à beaucoup dribbler, à beaucoup créer. C'est vraiment un joueur qui est très bon off-ball et à qui on ne demandera pas beaucoup plus, et qui a peu d'upside de ce côté-là du terrain. Par contre, il a déjà montré des choses intéressantes sur le dribble, surtout sur le pull-up, en repositionnement après une feinte, avec 2 dribbles pour se replacer, un dribble, un step back à 3 points pour se replacer juste après une feinte et esquiver un défenseur, ou alors un petit side step ou des step-in pour prendre du pull-up à distance après s'être fermé le 3 points en catch and shoot. Ça, c'est des choses intéressantes aussi pour voir la viabilité d'un potentiel role player tout de suite en NBA. Iron336, bienvenue à toi, première fois dans le chat, 1 an d'adaptation et sera prêt pour la suivante. C'est ce qui avait l'air de ressortir, ouais, alors c'est pour ça que je dis, c'est un petit peu, alors ça se comprend malgré tout dans le trade avec les Cavs, mais c'est vrai que du coup il aurait été d'autant plus parfait, je pense, aux Cavs plus qu'au Jazz, mais bref, c'est quand même un profil intéressant à voir. Tac. Oui, c'est Val qui nous dit c'est chelou de drafter un senior souvent assimilé à un joueur fini dans sa formation quand t'es parti dans une reconstruction à l'extérieur côté Jazz. Oui, parce qu'ils l'ont récupéré du coup dans le trade des Cavs et que ce ne sont pas eux qui l'ont drafté. Voilà, je vais passer du coup à Simone Fontecchio. Alors là, j'ai des questions pour le chat parce que je suis assez... alors, j'ai vu plein de choses en fait. Et j'ai vu plein de choses et peu de choses sur Simone Fontecchio. Bien sûr, pour ceux qui... excusez-moi, je tape dans mon micro. Simone Fontecchio, peut-être pour ceux qui ne le connaîtraient pas en Europe, ont pu le voir, bien sûr, à cet Euro de basket qu'on a vécu récemment, et notamment contre la France, bien sûr, puisqu'il joue pour l'Italie, et ça a été un des joueurs les plus en vue de la squadra, bien évidemment, un des meilleurs scoreurs, si ce n'est le meilleur scoreur de l'Italie, il me semble, et un des meilleurs scoreurs de la compétition. C'est un profil
d'ailier arrière. Alors dans le jeu NBA, je pense qu'il se penchera quand même plus vers les arrières, surtout qu'on va le voir, il y a un problème certainement de faiblesse défensive sur les physiques un petit peu plus costauds. Simone Fontecchio, déjà 26 ans du coup, un joueur plus qu'accompli en Europe, dans le circuit pro depuis ses 16 ans. Il a commencé à Bologne et puis il est passé par plein d'autres équipes très reconnues en Europe, le Milan, l'Alba Berlin et dernièrement Baskonia en Espagne. Donc qui a une très belle progression en Europe d'année en année, qui est plutôt du coup un joueur offensif. Ceux qui auront suivi l'Euro le savent bien, très adroit de loin, et le clip correspond parfaitement. Vous voyez que la range est vraiment au top, il n'y aura pas de problème d'adaptation par rapport à la plus petitesse de la zone de 3 points en Europe. Vous voyez qu'il s'est dégainé de beaucoup plus loin déjà, voilà, défensivement on va poser question plus en NBA, je vous le disais, sur des profils un petit peu plus ailiers, un petit peu plus forts physiquement, athlétiquement. Il y a forcément toujours cette question avec les joueurs européens et surtout là en l'occurrence ça peut se poser. Il y a un profil du coup particulier. Pour un rookie déjà pro, assez solide et implémenté en Europe, 26 ans, qu'est-ce qu'il peut apporter? Est-ce qu'il peut apporter tout de suite? Il y a quand même moins cette upside, il y a juste cette question d'adaptation et cette viabilité défensive à se poser comme question. Malgré tout, défensivement, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se donner, qui joue assez bien les lignes de passe. Est-ce que c'est suffisant? Et surtout, dans cette équipe du Jazz, du coup, alors, c'était fait avant les trades de Gobert et de Mitchell, hein, cette acquisition, puisqu'il avait une option sur son contrat, Fontecchio, et elle devait être prise par une équipe NBA avant, il me semble, le 20 juillet ou quelque chose comme ça. Il me semble, hein, il faudra me corriger si je me trompe, mais c'est quelque chose comme ça. Donc j'ai à peu près, en fait le truc c'est qu'avec Fontecchio j'ai à peu près tout lu et son contraire sur lui. J'ai lu que ça pouvait être, j'ai entendu que ça pouvait être intéressant pour le Jazz en tant que rookie très bon dès le début, qui va devenir un asset très vite pour la reconstruction du Jazz. J'ai vu que ça pouvait être beaucoup plus compliqué pour lui à cause de cet aspect athlétique, physique à tenir en NBA et du coup qu'on n'est même pas sûr qu'il restera longtemps dans la ligue. Val nous dit en vrai défensivement c'est pas non plus dégueulasse. À l'Euro il s'est enquillé Fournier sans broncher. D'accord, ok, merci, c'est une vanne, merci Val, merci. Non, je crois que c'était pas une vanne, mais il anticipait la réponse, c'est-à-dire que dire ça alors que bon on avait Air Fournier et pas dans le bon sens Oui, du terme, c'est vrai je suis que c'est désolé, pas. moi vraiment tu me dis ça je ne peux pas le prendre au sérieux. Mais il s'est rendu compte, mais il a quand même posté, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas comment analyser ce commentaire. Ouais, alors c'est ça le problème. Alors moi, mon seul problème, j'avoue, avec le chat, c'est que je ne suis pas toujours très bon pour comprendre si second degré inside ou pas. Donc, donc voilà. Ouais, et tout connaît. Il a fait plutôt de bonnes lectures collectives, je trouve, dans un système collectif, ça peut le faire. Je trouve aussi que il joue plutôt bien en tant que défenseur en aide et défenseur off-ball. Potentiellement loin du ballon, il y a des belles choses. C'était un des meilleurs intercepteurs d'ailleurs de l'Euro, et pas forcément sans jouer trop l'interception non plus. Il y a des joueurs qui ne jouent que ça, et donc c'est un petit peu en trompe-l'œil. Là, c'est pas forcément le cas. L'interrogation, c'est plutôt de voir s'il aura vraiment une chance de s'exprimer. Ça peut sentir le mec qui se tape un aller-retour en Euroleague pour terminer à Barcelona ou Madrid. Voilà, je trouve que c'est une grande interrogation du coup Simone Fontecchio, donc à voir. En tout cas, c'est toujours intéressant des prospects européens qui viendraient comme ça. En NBA, on verra ce que ça peut donner. Tout ce que je lui souhaite de pouvoir s'installer là-bas en NBA pour une belle suite de carrière. Guillaume qui nous dit le Juancho de Denver. Moi, je l'aimais vraiment bien en défense. Mais oui, moi, Juancho, j'ai toujours été. Mais le problème, c'est que moi, en tant que supporter de Denver, et à l'époque, il y avait tellement pas de shotmaking que je trouvais que Juancho était exceptionnel parce que lui, au moins, il marquait ses shoots. Voilà. Pas même du tout, du coup, c'est marrant. De quoi? Je craignais chaque entrée de Juancho sur le Ah terrain. ouais? Ah non, moi, j'étais content. Ouais. Moi, j'aimais bien Juancho. Parce qu'il y a eu une saison, effectivement, la saison où Denver défend
plutôt très bien, ou quand il rentre, on sent qu'il est dedans et que vu qu'il y a une bonne défense collective, il s'en sort pas trop mal. Mais c'était tellement poussif que je me disais: «Il y a tellement mieux à développer que Ah, que lui, quoi». il a fait un contre au buzzer contre Golden State. Je m'en souviens très bien, je l'ai vu en direct, mais malgré tout, tu vois? Genre, Non mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord, je ne peux que me rendre à l'évidence. Est-ce qu'on a fait le tour sur le jazz? Est-ce qu'il y a des non. choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne dans le chat? N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter. Jérémy, est-ce que tu vois d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux Il y rajouter a un des gros choses? Est-ce truc, que... je trouve, ouais. Dis-moi. On a oublié un gros truc, Le coach. mine de voilà, exactement. Quinn Snyder qui est donc, s'en va, d'un commun accord visiblement avec la franchise, au début de l'été, et l'arrivée de Will Hardy. Alors difficile de tirer le profil de Will Hardy dans la mesure où, c'est sa première expérience de head coach, que c'est un coach qui a 34 ans, donc ce sera le plus jeune coach NBA. Et il y a un petit air du coup, je trouve, de Brad Stevens dans la manière de rapidement s'imposer. Qui peut peut-être regretter d'ailleurs d'avoir quitté, Boston pour le Jazz dans la mesure où, Ime Udoka ne sera pas là cette saison. Mais alors sans donner son profil, en tout cas, c'est à mentionner que c'est une nouvelle ère qui démarre, notamment au niveau du coaching, qu'il y a pas les garanties qu'on avait avec Quinn Snyder d'avoir quelque chose de très sérieux, tous les ans. Mais qu'on a quelqu'un qui est passé par Ime Udoka et qui vient de l'école Popovich, un de plus. Donc potentiellement un jeu très collectif et plutôt sympa à regarder du côté du Jazz. Surtout que si, la franchise aura, on va dire, probablement beaucoup de mouvements en cours de saison, il va démarrer quand même avec un groupe assez équilibré entre des vétérans et des jeunes joueurs et que potentiellement, le Jazz pourrait être une équipe en début de saison plutôt équilibrée et capable de gagner des matchs. Je fais la transition du coup. Ah, je n'ai plus les messages du chat. Ah bon, moi, vous ne les aurez pas à l'écran, mais malgré tout, je vais pouvoir les épeler. Surtout qu'on avait une question de Tom qui nous demandait, et c'est là-dessus qu'on va finir un peu, en plus à l'instar de la question qui concernait le Magic. À quel point pensez-vous que le roster de fin de saison sera différent de celui-ci? C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure, de toute façon, tous les vétérans, hein, Michael Rudiger, Jordan Clarkson. Alors, Jordan Clarkson, un vétéran, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mais il commence à faire ses années, mine de rien, qui seront donc potentiellement des cibles de choix à la trade deadline pour des contenders ou quoi. Malik Beasley, on l'a dit. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jérémy? Est-ce que, à quel point tu vois le roadster différer à la fin de saison? Alors autant j'étais, dubitatif sur les mouvements autour du Orlando Magic, autant ouais, j'ai l'impression que, le Jazz, déjà, faut voir le profil du GM et c'est Danny Ainge et on sait que sur des mouvements un peu intermédiaires comme ça, il est extrêmement actif. Et en plus de ça, il y a beaucoup de joueurs qui sont entre justement 30 ans et 34-35, donc il y a un petit peu urgence à les transférer. Ils n'ont pas tous des contrats très importants, donc il y a aussi pas mal de flexibilité à utiliser pour s'inclure dans, des transferts en triangle, ou tout simplement, des transferts directs avec des équipes qui veulent se renforcer sur des vétérans. Donc moi je pense effectivement, comme, le dit Guillaume dans le chat, que Rudiger risque de partir. Clarkson, je pense qu'ils vont trouver preneur, même si je trouve le profil absolument atroce, je pense qu'ils vont trouver preneur. Les Je Lakers. pense Les Lakers. ouais, par exemple, ouais, une équipe qui a un peu du mal à scorer en sortie de banc et c'est parti, on va prendre le poulet sans tête, quoi. Et même Mike Conley, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que voilà, Mike Conley pourrait peut-être même se faire, couper à un moment donné, ou transférer assez facilement. Donc je pense que c'est une équipe qui va se dégrader de semaine en semaine au fur et à mesure que les joueurs vont partir et qui vont être souvent remplacés, à mon avis, par des joueurs, qui ne joueront pas ou qui seront là pour, faire la transition jusqu'à la fin de saison et espérer remplacer Rudy Gobert par Wembanyama, quoi. Ouais, non, je te suis là-dessus et tu parlais du coaching tout à l'heure, c'est quand même pas cadeau comme première année, je trouve, un effectif comme ça qui n'est pas encore du tout finalisé, même pour une reconstruction. Ça va être compliqué pour lui. En tout cas, si ça peut aussi lui enlever de la pression. J'espère que ce sera pris dans ce sens-là. Je pense que de toute façon, très clairement, il n'y a pas vraiment d'impératif de résultat pour lui à ce stade-là. Donc, il y a aussi cette façon de pouvoir apprendre petit à petit dans la ligue. Mais bon, pas le meilleur des scénarios, j'imagine, pour une première expérience.